ce qui peut choquer, c'est que quand vous évoquez les cas de personnalités politiques qui ont eu maille à partir avec la justice, vous occultez souvent les faits qui les ont conduits devant la justice. Il y a des milliers de Béninois qui sont en prison pour divers délits, diverses infractions. Personne, parmi les acteurs politiques que vous citez, ne s'est retrouvé derrière les barreaux parce qu'il n'a pas commis une infraction ou juste parce qu'il est un opposant. Il y a plein d'opposants sur la place qui n'ont pas été inquiétés par la criette. Du reste. Pour vous, c'est judiciaire. Du reste, s'il vous plaît, avant 2016, beaucoup d'acteurs de la société civile et même des professionnels de la magistrature imploraient les acteurs politiques de mettre en place un pôle dédié à la question de la lutte contre la corruption au Bénin. La criette est une réponse. Et quand vous voyez les indicateurs de Transparency International aujourd'hui, le Bénin trône dans le haut du classement parmi les pays où la lutte contre la corruption est quelque chose d'avéré. Et ça, c'est aussi en partie grâce à la criette, qui fait un travail formidable. Et quand vous regarderez les statistiques de la criette, en bientôt 10 ans d'existence, sur plus de 6 ou 7 000 dossiers qu'elle a déjà traités, il y en a à peine une cinquantaine qui concernent les acteurs politiques. Donc, ça n'est pas une juridiction dédiée aux acteurs politiques. J'ai une boutade que je lance souvent à certains de vos confrères de l'autre côté quand ils m'abordent sur la question. Vous savez, au Bénin, les délits de presse, en général, sont dépénalisés. Donc, un journaliste, il ne va pas en prison pour un délit de presse. Mais si le journaliste, muni de sa carte de presse, il va couvrir une activité et qu'au sortir de l'activité, il se permet de voler la moto d'un autre, quand on va le poursuivre pour vol, c'est pas un journaliste qui est poursuivi, c'est un citoyen qui a volé. Donc, des acteurs politiques ont commis des infractions, ils ont été jugés comme citoyens justiciables de la justice béninoise et condamnés. Maintenant, on peut épiloguer, est-ce que parce qu'ils sont des acteurs politiques, il faut leur faire une condition particulière? C'est un gros débat et tous les autres prisonniers mériteraient la même attention. Alors, j'aimerais qu'on parle de l'état de la démocratie d'une manière générale et quelque chose de symptomatique, c'est cette future élection présidentielle où il y a deux candidats qui s'affrontent avec des vice-présidents, mais deux candidats. Je propose qu'on écoute l'unique candidat de l'opposition, Paul Oungpé. C'est le seul face à Romuald Wadani. On l'écoute et on en parle juste après. Le développement doit d'abord être humain. L'utile doit venir avant l'agréable. Il faut choisir une autre direction, qui sera la direction de la prospérité. Prospérité partagée. Francis, est-ce qu'une élection présidentielle où il y a deux seuls candidats qui s'affrontent, est-ce que c'est le signe d'une démocratie qui va bien ? Vous savez, moi, l'élection actuelle, je la compare à celle de 2016. 2016, je vous ai amené un document que je vais vous montrer. J'espère la caméra pour... En 2016, il y avait 33 candidats. La caméra, elle est là, c'est ça? Il y avait 33. Aujourd'hui, il y a 2. Mais est-ce que c'est le chiffre qui fait la démocratie? Il vous souvient que le président Senghor c'était 2 partis. Au départ, 3, après 4. C'est Abdou Diouf, le président Abdou Diouf, qui a pris qui a élargi. Tout est encore possible. L'essentiel, c'est de savoir, il faut qu'il y ait des élections de manière ordonnée, de manière cadrée, et pour qu'il n'y ait pas de dérapage. Parce que le Bénin actuel, il y a quand même des problèmes à nos frontières. Oui, certes. Il y a des problèmes à nos frontières, il faut faire attention à ce que ça ne dérape pas. Il faut une élection. C'est vrai que c'est une élection asymétrique, parce que on sent qu'il y a un candidat. Ah bah oui. Et surtout donc, que l'autre se déclare opposant modéré. Modéré. Bon. Oui. Donc il y a cet aspect-là. Et pour moi, le principal enjeu de cette élection, ce sera le taux de participation. Il faut absolument. Il y a 10 ans, le taux de participation était de 66%. Il faudrait essayer de s'en approcher, même s'il y a un candidat qui est en force et que l'autre pèse de peu de poids. Je pense que c'est une élection qui va se nouer à un tour. Oui. Et alors qu'en 2016, c'est une élection qui s'est jouée à 2 tours. À 2 tours. Une dernière question, Monsieur Oungbeji. La tentative de coup d'État de décembre 2025, on en a parlé ici d'ailleurs largement dans nos colonnes, et les incursions djihadistes au nord, est-ce que ça révèle une certaine fragilité néanmoins du modèle béninois? Ou est-ce que, pour vous, non? Vous me permettrez, madame, de faire quand même un petit commentaire sur ce qui vient d'être dit là. Vous voyez, quand on avait 33 candidats à une élection présidentielle, dans une démocratie qui avait déjà 30 ans au moins, aucun parti politique ne remportait une élection présidentielle. C'est quand même atypique. De même que aujourd'hui, ça ne vous choque pas qu'aux États-Unis, quand il y a une élection, 2 candidats s'affrontent
il y en a un marginal par moment dont personne ne parle, mais généralement 2 candidats s'affrontent. De même qu'ici en France, vous sortez de municipal là. Pour aller au second tour, il faut avoir au moins 10% quand on est un parti engagé, n'est-ce pas? Quand vous allez aux européennes, il faut faire au moins 5% avant d'envoyer des représentants au Parlement européen. C'est des critères qui peut-être il y a 50 ans ou 100 ans auraient été mal vus. De même que vous n'êtes pas choqué par ces choses-là aujourd'hui, dans 20 ans, vous ne serez pas choqué qu'au Bénin, quand on parle d'élection présidentielle, il y a 2 grands partis qui s'affrontent avec la certitude que l'un l'emporte, gouverne, rende compte aux populations qui jugent s'ils sont satisfaits ou non. Monsieur Wilfried Léandre Oungbédi, parlons du bilan économique d'abord. Vous mettez en avant une croissance forte autour de 6 à 8%, mais dans le quotidien, beaucoup de Béninois parlent du coût de la vie devenu extrêmement difficile. Que répondez-vous? Merci madame. Les mêmes Béninois vous parlent de la modernisation accélérée du pays, une façon de redistribuer la croissance, la richesse du pays, lorsque vous portez les infrastructures au plus près des populations, lorsque vous apportez l'eau potable presque partout, passant de 42% à peine en 2016 à 85% à peu près aujourd'hui, lorsque vous amenez l'électricité de partout, lorsque vous faites en sorte que dans les écoles, les enfants aient un repas chaud. Aujourd'hui, pas moins d'1 400 000 enfants béninois ont un repas chaud à l'école du premier jour de la rentrée jusqu'aux vacances, contrairement à il y a 10 ans, à peine 200 000 enfants qui mangeaient 20 jours dans l'année et les cantines étaient fermées. Quand vous avez ces indices-là et que vous voyez l'effort par ailleurs de transformation digitale du pays, l'assainissement qui est poussé un peu partout dans les villes, vous devez reconnaître que la croissance est là. Ce qu'on évite, c'est de manger notre blé en herbe comme hier, en faisant en sorte que cette croissance impacte la qualité de vie des gens, plutôt que de distribuer des prébendes aux populations en faisant semblant de les aimer ou de les aider. C'est ça que nous faisons. Et ça, vous l'avez dit vous-même, c'est incontestable sur le terrain. Francis Patindé, j'aimerais vous entendre. Cette croissance, elle est saluée effectivement par les indicateurs économiques, elle est incontestable, mais est-ce qu'elle bénéficie réellement aux populations, à la population? Est-ce qu'elle est inclusive finalement? Déjà, l'année dernière, je suis allé 5 fois au Bénin. La métamorphose, elle est fabuleuse. J'ai été très critique à M. Talon à ses débuts, mais j'étais scié, pour utiliser un terme trivial. Alors, ce qui est construit des routes, construit des ponts à la longue, et à terme, ça servira les intérêts des populations. Il faut écouler les marchandises qui sont cultivées dans la partie septentrionale du Bénin. Il faut les amener au port pour pouvoir les écouler et on peut aller vite quand il y a de bonnes routes. Et c'est le cas. Les transformations en termes d'infrastructures au Bénin, ce n'est pas limité qu'à Cotonou. Porto-Novo, Abomey, j'ai été, Parakou, Latiteng, partout, le pays est en chantier. Et je pense qu'il faut attendre dans les prochaines années pour pouvoir, vraiment pour que les populations puissent jouir de ces transformations. Ces transformations apportent du changement et apporteront, j'en suis persuadé, quelque chose dans la vie courante, la vie quotidienne des populations. La vie quotidienne des populations. Je vous propose qu'on écoute le président Talon lui-même qui en parle et on débriefe juste après. On écoute. Le Bénin a-t-il enfin trouvé la voie pour son développement? A-t-il entamé son progrès de sorte à devenir, lui aussi, un pays développé, susceptible de se passer de l'aide au développement apportée par d'autres et parfois avec mépris? La réponse à cette question fondamentale est oui. En effet, depuis bientôt 10 ans, le Bénin a entamé sa mutation et les signes de notre progrès sont visibles par tous. Le miracle, c'est notre nouvel état d'esprit. On vient d'entendre le président Patrice Talon parler effectivement de son bilan. Wilfried Léandre Oungbédi, j'ai une question pour vous. Quel est le prix finalement du développement? Parce que évidemment, il y a un gros chantier, un point noir dont tout le monde parle, c'est l'état démocratique du pays. Que répondez-vous à ceux qui vous disent qu'il y a ce prix à payer pour cette démocratie, pour ce bilan? Si vous nous jugez, comme beaucoup d'autres vus d'Occident, qui ignorent souvent que l'état de la démocratie actuelle en France est le résultat de plusieurs siècles de pratiques
qu'aux États-Unis, c'est également plusieurs siècles de pratique comme ailleurs, et que vous nous jugez à l'aune de critères valables pour des pays qui ont plusieurs centaines de pratiques, alors que nous en sommes à 30, 50 ans à peine de pratiques, vous ne seriez pas tout à fait juste, madame. Nous savons que la démocratie, c'est un idéal permanent. On peut vous juger par rapport à un autre pays africain. Hein. On peut partir du Sénégal. Il y a d'autres pays sur le continent. On n'est pas obligé d'aller en France. Mais quand vous y allez, vous aurez les mêmes critiques de fond et vous allez vous interroger. Cette façon de fonctionner, qu'est-ce que ça a apporté comme amélioration palpable aux conditions de vie des populations? Nous avons compris, nous, que la démocratie, c'est un parcours permanent. Mais qu'il faut, à base des principes qui la fondent, trouver les moyens pour apporter de mieux vivre à nos populations, et c'est ce que nous sommes en train de faire. Nous avons pendant 3 décennies essayé de copier sur vous, d'ici, l'Occident, exactement les pratiques, un peu débridées parfois. Ça n'a pas produit de résultats. Mais nous nous sommes dit de façon responsable, est-ce que nous faisons bien de vouloir ressembler aux autres? Nous prenons les principes, nous les adaptons à nos besoins, à nos réalités, et fort heureusement, avec le courage d'homme d'État que le président Talon a eu, nous avons fait des réformes difficiles, c'est vrai, douloureuses, exigeantes même, mais fort heureusement, elles produisent les résultats que les populations et que le monde entier salue aujourd'hui. Alors, des réformes quand même assez critiquées. Francis, est-ce qu'on peut vraiment dissocier la performance économique de l'état de la démocratie dans un pays ? Et dans le Bénin en particulier. On peut dire l'état de droit est respecté, mais il va falloir sans doute, puisqu'on est à la veille d'une alternance, une alternance, même si... Enfin, on parlera de l'alternance, hein. Ouais, mais alors, je pense qu'il va falloir peut-être corriger. D'ailleurs, en ce moment, le mot qui est le plus utilisé au Bénin, c'est apporter des correctifs, des corrections, et le candidat, donc principal, dont l'issue de la campagne est fait aucun doute. Et ce candidat, lui-même, à tous les meetings, moi je l'ai écouté, parle de corriger ce qui n'a pas pu... Et je pense qu'une des corrections qui pourrait avoir lieu, c'est peut-être au niveau des droits humains ou de certains prisonniers qui sont détenus. Oui, alors c'est important. Rekia Madougou, rappelons, Joël Aïvo, condamné par la Criette. Est-ce qu'on peut parler de cette cour de répression des infractions économiques et du terrorisme qui est jugée comme une cour spéciale pour enfermer, j'allais dire, pour schématiser les opposants? La cour elle est pas là seulement pour les opposants. Hein. Oui, j'entends bien. Oui, il y a des gens qui ont commis des délits de droit commun, comme au niveau drogue ou d'autres choses qui sont passées devant cette cour. Cette cour a été créée, je pense, pour accélérer les dossiers judiciaires. Parce que, vous savez, les cours et tribunaux sont engorgés. Et donc, c'était pour accélérer le fruit. Et c'est vrai que peut-être que cette cour a la main lourde, mais il va falloir... Les gens ont été... Moi, j'ai été en prison voir Rekia Madougou. Oui. J'ai pu la voir, j'ai passé 3 heures avec elle en prison. Et c'est vrai que... Peut-être qu'il est temps, on verra avec le nouveau président. Moi, je pense qu'on peut progressivement faire avancer les choses. Il n'est pas exclu qu'il y ait des réformes. D'ailleurs, le président Talon m'a dit, je laisse le soin à mon successeur d'en faire ce qu'il voudra. Mais lui, il veut pas, d'après ce qu'il m'a dit, les confidents, il veut pas les gracier. Il n'en est pas question, et son successeur pourra le faire. À l'occasion d'une alternance, à l'occasion d'un nouveau locataire au palais de la Marina, tout est possible. Écoutons justement Monsieur Oungbeji. Est-ce que ces deux, par exemple, opposants pourraient bénéficier d'une grâce ou d'une autre tournure à l'occasion de l'alternance?